bonsoir. Donc, on va attaquer le temps que les derniers arrivent. Les derniers en retard arrivent. Les petits, c'est moi qui sont en retard. Donc, on va attaquer notre 5e meet-up, qui est le dernier de cette année. Donc, ce meet-up, en fait, sur le sujet des chatbots, avec Guillaume, qui est là. Alors, on commence toujours par la même chose. Au départ, quelques infos autour du mug. Après, la présentation de Guillaume sur les chatbots. Et on terminera forcément par un apéro, comme d'habitude, à la fin. Au niveau des sponsors, donc, vous êtes toujours chez SmartView, qui est sponsor du Microsoft User Group. Et après, donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur notre site. On fait du collaboratif, de l'agilité, la transformation, de l'usine logicielle. On va attaquer aussi un peu les chatbots, mais pas avec autant d'expérience ou d'expertise que sera vous apporter Guillaume aujourd'hui. Et après, donc, si jamais vous voulez des informations, alors soit pour recevoir la vidéo de la session, soit pour avoir des informations sur ce que nous on fait sur le sujet Microsoft, vous avez une adresse ici, microsoft.smartview.fr. N'hésitez pas à l'utiliser. Si vous voulez quelque chose sur le sujet Microsoft, c'est cette adresse-là qu'il faut utiliser. Et on répond. On est 4 derrière, donc ça répond. Alors, sur notre 5e meet-up, alors, alors le nombre d'inscrits, cette dernière semaine bougeait, donc on a essayé de stabiliser, là c'est à 59 ou 58, je ne sais pas. Donc, inscrits, par contre, on a dépassé il y a une dizaine de jours les 200 membres. Donc on est super content, on a 220 membres qui sont inscrits sur le mug. On ne pensait pas que ça marcherait autant quand on a démarré ça en mai, donc on est vraiment content de leur participation et on vous remercie d'être là et de venir pour être là et regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ce qu'on organise. On est donc continuez à partager, continuez à tweeter, c'est ça qui nous donne aussi de la visibilité sur nos événements et sur le mug, et on en a besoin pour être plus visible, pour avoir plus de monde et plus de sujets, avoir plus de moyens ici pour pouvoir faire des trucs encore plus intéressants. Au niveau des thèmes, donc on a toujours le questionnaire qui est ouvert sur le site du mug, qui vous permet de choisir en fait vos différentes thématiques. Sur les prochains, je pense qu'il y a quoi, Azure qui arrive en tête. Il y a Azure, il y a des sujets de développement, il y a design pattern, il y a Xamarin et Angular. Donc ce sera des sujets qu'on adressera en 2018. Après, voilà, là on a fait déjà plein de choses et on continuera à laisser ces sujets-là. Mais n'hésitez pas à laisser vos préférences au niveau des thématiques sur le site du mug. Et voilà, on répond exactement à ce que vous avez envie de voir. C'est pour ça que il faut nous aider à choisir les différents thèmes et ceux qui vous intéressent. Le prochain meet-up, donc voilà, on ne connaît pas encore la date. On redémarrera l'année, donc il sera forcément courant janvier. Donc là, c'est notre dernier meet-up de l'année. On est toujours aussi à la recherche de speakers. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à venir nous voir après à l'apéro pour discuter l'objectif, c'est que les gens viennent partager ce qu'ils savent faire. Et donc, toute initiative speaker est intéressante et on prend et on fera des sujets autour de ça. Voilà, après en 2018, juste pour peut-être donner, pas une roadmap, mais on va forcément avoir un cadre un petit peu plus organisé sur le mug. Voilà, normalement en rejoignant une autre association pour cadrer un petit peu les choses. Et après, pourquoi pas faire de l'événement plus important, mais vous serez sollicité pour donner votre avis, c'est-à-dire si voilà, de l'événement, par exemple, je ne sais pas, sur une demi-journée, sur une journée, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas de sens, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. Et avant d'organiser ça, c'est sûr qu'on aura besoin de votre retour avant de faire des choses un petit peu plus importantes. Il n'empêche que le mug tel qu'il est là, c'est-à-dire d'avoir un événement par mois, globalement le soir, c'est un format qu'on va de toute façon conserver. Ensuite, donc, alors le sujet aujourd'hui, c'est Guillaume qui s'y colle. Donc Guillaume qui vient de Paris, qui se présentera tout à l'heure. Donc Guillaume, on se connaît tous les deux aussi depuis longtemps. Donc, alors, il se présentera, donc il expliquera ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Après, moi, Guillaume, ce que j'aime beaucoup chez Guillaume, et je suis heureux qu'il vienne nous parler ce soir,
c'est que Guillaume, en fait, il est toujours super en avance sur tous les sujets d'actualité. Il sait prendre du recul sur beaucoup de choses, sur les technologies, et c'est toujours super agréable, en fait, de discuter avec toi. Et voilà, ça donne des idées, et c'est pas innocent qu'il soit sur les chatbots depuis déjà un petit moment, parce que c'est un sujet qui est un peu précurseur. Vous êtes là, enfin, il va vous présenter tout ça. Mais Guillaume, il est comme ça. C'est-à-dire Guillaume, il a senti depuis longtemps que les chatbots, en fait, c'est un sujet pertinent, et là, il fait des projets dessus, et c'est aujourd'hui son expertise. Et c'est ça, moi, c'est pour ça que je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et voilà, il se présentera mieux tout à l'heure. Ensuite, après, ça sera l'apéro. Donc, je vais te laisser la main. Tu peux y aller. C'est parti. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir, c'est ma première venue à Montpellier. C'est l'anecdote de la journée, donc je suis très content d'être ici, de retrouver Gilles et toute son équipe, d'être aussi bien accueillis. Donc c'est très plaisir en fait, je suis vraiment content d'être là et j'espère que ça se sent. Je vais pas redire ce que Gilles a dit déjà bien mieux que moi tout à l'heure. En 2 mots, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil et d'expertise qui s'appelle RIM. On a 2 sujets de prédilection, Office 365 et Azure. Et dans Azure, le sujet de chatbots en particulier. Voilà, pour faire les choses très très rapidement. La session de ce soir, j'ai noté ici, vous pouvez me retrouver sur SlideShare. Vous avez mon adresse LinkedIn. La session, enfin les supports en fait sont déjà publiés. Donc si vous voulez les retrouver, pas besoin de prendre des notes ce soir, vous aurez tous les supports, ils sont déjà disponibles. Et n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous reviennent à l'issue de cette présentation. Sur Twitter en général, ça permet d'avoir des conversations publiques puis d'en faire profiter tous les gens qui étaient là et même ceux qui n'étaient pas là. Donc n'hésitez pas sur Twitter. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. L'agenda que je vous propose, chatbot, en fait, tout le monde en parle, mais en fait, on va déjà dire pourquoi on en parle, en quoi c'est pertinent aujourd'hui d'aborder cette question-là. On va rentrer dans qu'est-ce que c'est une solution de chatbot, quel type de composants je vais utiliser, comment je vais assembler tout ça, parce qu'on va voir qu'il y a plein de briques différentes, et donc c'est important d'avoir le paysage. Au-delà des slides, la démo, on va essayer d'en faire le maximum dans le temps qui m'est donné. Et puis le tout dernier point, c'était le nom d'une conférence en fait, que je donnais il n'y a pas longtemps. C'était comment planter son projet de chatbot. Donc l'idée en fait c'est simplement de vous faire partager aussi toutes les difficultés qu'on a eues. On a fait plein de projets. Je pense qu'on apprend tous en marchant, en tombant et en se relevant. Donc l'objet de cette dernière partie, c'est vraiment de vous partager sur quoi on a bloqué, sur quoi ça a été dur, qu'est-ce qu'on n'avait pas anticipé, etc. Parce qu'en fait, on prévoit toujours plein de choses, on a des plans dans la tête, et quand on fait des robots, ça ne marche pas toujours, et on s'est bien planté un certain nombre de fois. Donc on va essayer de vous éviter ces écueils. Petite question en préalable, donc qui est développeur dans la salle? Wow, ça c'est cool. Entre nous, ça m'arrange. Parce que ça va être, on va rentrer quand même un petit peu dans la techno. Qui a déjà développé des chatbots? Ok, non mais très bien, très bien. Et un petit sondage comme ça à main levée, qui développe en C#, Node.js? Alors dommage parce que je vais montrer quasiment du Node.js, mais c'est pas grave. Ça change pas énormément les choses en fin de compte, hein, c'est plus des histoires de syntaxe, c'est les composants qu'on va utiliser, les services qu'on va utiliser seront les mêmes. Bon, c'est pour une raison quand même pas inintéressante de garder en tête, Microsoft utilise beaucoup de Node.js en ce moment, en particulier sur ce type de solution. Sur les chatbots, c'est sur toutes les solutions liées à ce qu'on appelle Cognitive Services. Donc toutes les solutions liées au traitement du langage, au traitement de l'image, au traitement de la vidéo, etc. Tout ce que je vais montrer, vous pouvez parfaitement le faire en C#. Il n'y a pas de différence dans les composants. Hein. Donc, ok. Bon, ça va me permettre d'ajuster un petit peu les choses. Alors, on a évoqué Microsoft, peut-être en guise d'introduction. Qui connaît ça? Ouais. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en 2016, Microsoft a eu une grande idée. Ils travaillent sur du machine learning, sur des systèmes intelligents, bref. Et ils ont lancé un bot sur Twitter. L'idée de ce bot, en fait, était de le faire apprendre des conversations qu'il aurait avec les utilisateurs de Twitter. C'est une super idée au départ.
Et ça a commencé, c'était un petit peu la lune de miel, hein, les premiers tweets qui ont été échangés, etc., étaient plutôt sympathiques, et franchement, le résultat était très très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un système qui avait un niveau de conversation qui était très évolué, donc ça a beaucoup plu. Le problème, c'est 16 heures plus tard. 16 heures plus tard, là c'est le drame. Le drame, en 16 heures, il est devenu donc, raciste, antisémite, homophobe, enfin tout ce qu'on veut. Ça a mis 16 heures. Alors, évidemment, c'est pas formidable pour une marque, pour une boîte comme Microsoft. Par contre, ça a quand même démontré quelque chose, c'est que le système a appris très très vite. Simplement pour retenir qu'en fait, finalement, le bot, il va apprendre des êtres humains, et qu'à un moment donné, il faut quand même contrôler ce qu'on va lui faire apprendre. Bon, ils ont appris ça. Toujours est-il, même quand on est Microsoft, on peut avoir des grands plans, on peut préparer plein de choses, avoir plein d'argent. Il n'empêche que des fois, on se prend une tarte et on ne sait pas d'où ça vient. Alors, c'est l'objet comme de la fin de ma présentation, essayer de vous en faire anticiper, alors pas ce type de problème, mais d'autres types de problèmes qu'on a pu rencontrer, même sur des projets où on avait l'impression d'avoir absolument tout balisé et on était sûr de nous, et c'était formidable. Je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant des chatbots? Donc je ne suis pas pour vous faire un pitch marketing, hein, simplement pour vous donner quand même quelques grands chiffres, un petit peu l'état du marché en fait. Et surtout vous donner des idées de scénarios. On va voir qu'il y a des marchés qui vont beaucoup les utiliser, d'autres qui l'utilisent peu aujourd'hui, mais peut-être beaucoup demain. Donc c'est de vous donner un petit peu un panorama des scénarios d'usage. Alors pourquoi on parle beaucoup de chatbots? D'abord à cause des messageries instantanés, qui en termes d'audience, là on a passé le milliard sur WhatsApp et Facebook, Messenger. On est à des chiffres vraiment très élevés, qui sont d'ailleurs très au-dessus des réseaux sociaux, qui sont très au-dessus des chiffres de Facebook intrinsèquement. Et surtout avec une démographie beaucoup plus jeune. Facebook, on est passé vraiment sur... on est au-dessus de 40 ans de moyenne quasiment. Donc on n'est plus sur les mêmes populations. Mais donc on a un gros volume d'utilisateurs qui utilisent la messagerie instantanée. Et dans le cadre de ces messageries instantanées, les marques se disent, bah tiens, je voudrais bien toucher, c'est des clients à moi. Comment je leur parle, comment je leur vends mes services, comment je leur fais connaître les services que je peux leur apporter. Un point à garder en tête, si vous êtes à l'international, ou que vous travaillez avec des clients internationaux comme c'est notre cas, c'est qu'on parle de messagerie instantanée, mais en fait, c'est pas les mêmes qui dominent chacun des marchés. En clair, quand on va être en franco-français, on va retrouver du Skype, du WhatsApp, du Facebook Messenger, beaucoup. Les autres messageries le sont assez peu, mais dès que vous allez sortir de votre, on va dire, d'Europe, en particulier en Asie par exemple, on a WeChat qui est très devant vraiment très loin devant les autres en termes d'audience, sur toute l'Asie en fait, hein, toute l'Asie du Sud. On a des particularités aussi par pays, où c'est Line qui est vraiment très en avance. Bref, c'est quand même un point significatif parce que votre bot, à un moment donné, va falloir l'exposer sur différentes messageries instantanées qui n'ont pas nécessairement toutes les mêmes caractéristiques. Donc c'est une complexité, un petit peu comme on a de multiples navigateurs quand on fait une application web, on va avoir quand même ce type de complexité à gérer quand on va développer des chatbots. Je suis pas là pour dérouler tous mes slides comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'avance un peu rapidement. Quelques exemples de mise en œuvre et qui sont justement exposés sur différentes messageries instantanées, simplement pour montrer que ça touche tous les secteurs. La livraison à domicile, les voyages, l'emploi, la finance, bref, tous les secteurs qui aujourd'hui globalement fournissent des services via une application mobile commencent à transposer leurs services de leur application mobile sur du chatbot dans des messageries instantanées. Alors pourquoi ils font ça? Bon, il y a une partie, c'est un peu un effet de mode, okay. Et puis il y a des vraies différences entre une application mobile et un bot. La première, elle est pratique, c'est qu'un bot, j'ai pas à le télécharger. Un bot, c'est un contact que j'ajoute dans ma messagerie instantanée. Donc j'ai pas de mise à jour, j'ai pas de risque d'avoir un utilisateur qui n'a pas la bonne version, etc. Sur France 2, il y a une émission de jeu, de concours, là, où ils utilisaient une application mobile en live, où les gens pouvaient participer à un jeu. Et puis en plein pendant l'émission, je crois que c'était Nagui, le présentateur, tout d'un coup à l'oreillette, on voit qu'il y a un problème. Il était là. Et là, en direct, en fait, il annonce, en fait, des gens qui ont du mal à utiliser notre application, retourner dans l'App Store, télécharger la mise à jour, etc. Ouais. Pas terrible. C'est un des types de problèmes qu'on n'a pas avec du chatbot, puisque par définition, le client, c'est votre messagerie instantanée et que lui ne bouge pas. Deuxième aspect, qui fait que les marques vont sur la messagerie instantanée, c'est que la relation qu'on a en particulier avec des clients, elle passe d'un mode très transactionnel, quand on est sur l'application mobile, à quelque chose de plus fluide en mode conversationnel.
Et donc, au-delà du type de service qu'on va proposer, la relation avec ses clients n'est pas tout à fait la même. L'approche n'est pas la même. Je ne vais pas dire qu'elle est plus humaine, puisqu'on va parler à un robot, mais pour autant, on est moins sur du transactionnel, et en fait, pour des directions marketing, c'est super important. Donc c'est aussi un des facteurs qui génère de l'adoption sur les bots. Ça ouvre aussi d'autres possibilités, notamment de créer des communautés. Ce n'est pas évident de créer une communauté à partir d'une application mobile. Là, en fait, on peut, en partant de la messagerie instantanée et d'un bot, inviter d'autres personnes dans la conversation. Ou avoir des interactions ou du partage, en fait, qui est au sein d'une communauté. Donc ça ouvre aussi des scénarios nouveaux en termes d'interaction client. Si on veut regarder l'avenir, il faut regarder Asie et Afrique dans ce domaine-là. Qu'est-ce que les acteurs majeurs comme Line, comme WeChat, etc. font aujourd'hui sur la messagerie instantanée? Ça a commencé très très tôt, en particulier sur WeChat, depuis 2011. Simplement pour souligner qu'on n'est quand même pas en avance. Aujourd'hui, et en particulier sur Line, si vous allez à Singapour, si vous allez en Chine, en fait, il y a de moins en moins de gens qui utilisent des applications mobiles, et de plus en plus qui font tout à travers WeChat. Ils font de l'e-commerce complet, c'est-à-dire ils commandent des vêtements, de la bouffe, des taxis, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un gros volet e-commerce. De la livraison à domicile, et puis on va vers des services plus avancés ou des services plus personnalisés de recommandations, par exemple de la recommandation nutritionnelle ou sur la santé, ce genre de choses. En clair, Line, WeChat par exemple, a quasiment mangé les applications mobiles. Tout le monde va sur WeChat pour aller accéder à ces services. Et le dernier exemple, si vous allez à Paris, aux Galeries Lafayette ou au printemps, vous verrez que dans les rayons maintenant, il y a des tags WeChat à côté des prix. Pour que les touristes, en particulier chinois, puissent en fait ajouter un bot WeChat pour accéder aux prix, comparer, commander en ligne, gérer leur livraison, etc. etc. Donc c'est vraiment un phénomène de masse, en particulier en Asie et en Afrique. En Afrique, pour une raison différente, c'est que souvent le mobile est le premier terminal. Et donc, en particulier dans plein de pays d'Afrique, on a inventé des services qui passent par du SMS pour faire du paiement. Par exemple, dans pas mal de pays, en fait, on peut payer une baguette de pain par SMS. Et ça passe par des bots qui réagissent par SMS. Donc, pour des raisons différentes, vous voyez que les nouveaux scénarios, en fait, ils émergent pas en Europe et pas aux États-Unis, ils émergent en Asie et en Afrique. Je reviens en France, quand même. Pour les clients français, quand on les interroge sur les premiers services, en fait, et finalement quelle est l'opportunité que ça ouvre pour eux, les bots, ce qu'on voit en fait, le premier intérêt, c'est le temps réel, à toute heure, une réponse à toute heure, y compris sur des questions de support, d'abonnement, je veux gérer mon abonnement à un opérateur télécom par exemple, ce genre de choses. Donc c'est en fait étendre les plages d'ouverture du service. C'est souvent ça que les Français aujourd'hui demandent. Peut-être aussi parce qu'on leur a pas mis sous les yeux d'autres services. Mais c'est, disons, l'état des lieux, on va dire, aujourd'hui. Et il y a une vraie demande là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand on leur présente le service, instinctivement, en fait, ils trouvent ça différent d'une application mobile et l'adoption est bonne. Dès aujourd'hui, alors que c'est plutôt récent. Alors évidemment, il y a une question de démographie derrière ça. C'est pas la même réaction selon l'âge, selon la zone géographique, évidemment. Gardez en tête un chiffre quand même qui est intéressant. Aujourd'hui, sur les possesseurs de smartphones, chez les moins de 30 ans, 70% du temps qui passe sur leur smartphone, c'est dans de la messagerie instantanée. 70%. Et pas dans des applications. Dans des autres applications. Et aussi pourquoi? C'est parce que les applications, si vous avez vous-même ou vos clients qui ont des applications mobiles, c'est très dur de la garder sur la première page du smartphone. Très vite, elle se retrouve enterrée à la 7e, 8e page, et à moins de s'appeler Google, Facebook ou Microsoft, c'est très dur de remonter, vous ne remonterez jamais. Fournir votre service à travers une messagerie instantanée, ça fait remonter votre service sur la page d'accueil des utilisateurs. Et donc pour une direction marketing, c'est évidemment fondamental. Maintenant qu'on a dit ça, 4 exemples de projets sur lesquels on travaille, et je vais rentrer un peu dans le détail. On travaille sur des applications, par exemple, de bots qui vont aider les techniciens, donc des gens qui sont en mobilité très forte, qui font du dépannage, qui font de la maintenance, etc. C'est un des scénarios qu'on a intéressant, je vous présenterai un exemple juste après. On a beaucoup de scénarios donc, de support client, typiquement, je
suis un opérateur télécom, j'ai des gens qui ont des problèmes avec leur ligne internet ou leur abonnement téléphonique ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, je vais traiter une partie des demandes utilisateurs de manière automatisée avec un bot. L'objectif n'est jamais de dire 100% va être traité par le bot, on est d'accord? C'est d'en traiter une partie. Et cette partie-là, quand elle est automatisée, ça fait vite de l'argent quand même économique. C'est-à-dire que on a un client ils sont 3000 au support. C'est 3000 personnes qui reçoivent des mails, des appels téléphoniques, etc. sur 40 pays. Bon, bah, quand eux, on arrive à automatiser 1% des appels, c'est gigantesque en fait. Donc c'est un gros sujet, tout l'équipement des call centers. On a des sujets plus orientés RH notamment. Finalement, comment je peux fournir une espèce d'assistant RH pour tous mes collaborateurs. Et l'intérêt, c'est de le faire passer par la messagerie instantanée de l'entreprise, Skype, Teams, etc. Donc c'est aussi un autre scénario intéressant. Et puis on a des projets vraiment pour des gens qui travaillent dans les médias, puisqu'en fait les gens qui produisent du contenu et qui veulent le diffuser. À la limite pour eux, c'est un nouveau canal pour diffuser du contenu. Ok. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour construire des bots? Alors, je peux vous faire tout en détail. L'objet de cette session, c'est quand même pas de vous faire une formation détaillée. L'idée, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez aller creuser par vous-même après, plus en détail, ce dont vous aurez besoin. Un bot, en fait, il est exposé sur des canaux. Et donc là, on voit quelques exemples. Hein. Ça peut être des messageries instantanées grand public, ça peut être de la messagerie Office 365, ça peut être un site web, qu'on appelle le web chat, ça peut être du SMS, ça peut être dans un moteur de recherche, ça peut être, ce qui n'est pas visible là, des assistants vocaux, type Amazon Echo ou Alexa, type Google Home, type etc., etc. Donc c'est déjà être capable d'adresser de multiples canaux. Et puis on va avoir ensuite différentes technologies pour développer ce bot. Alors en l'occurrence, là, dans la présentation, je vais rester centré sur du Node. On va rentrer un petit peu dans le détail des différents composants. Cette problématique du multicanal, elle n'est pas simple, et heureusement, vous n'allez pas devoir tout coder vous-même. Donc il y a une solution pour ça, ça s'appelle le Microsoft Bot Connector. Alors le Bot Connector, ça va me permettre de créer un bot de manière abstraite, sans dire où je vais l'exposer, et de lui dire, bah, vas-y, rends-toi disponible sur Teams, rends-toi disponible sur Skype, rends-toi disponible sur tel canal. Et au niveau de la plateforme Microsoft, vous aurez des outils qui vont vous permettre, pour un même message, de le présenter de la bonne manière sur différents canaux. Je vous donne un exemple, l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est l'assistant pour les techniciens qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'on est dans Skype, en fait, donc, qui est une messagerie instantanée qui a des fonctionnalités assez évoluées en termes de conversation. Ici, on est sur du pur texte, mais vous voyez que je peux intégrer des images, je peux intégrer des boutons, je peux intégrer différents types d'interactions. Il est bien évident que vous ne le retrouverez pas quand vous allez être par SMS. Et donc, par SMS, on va avoir des outils dans le bot framework qui vont nous permettre de convertir ce type de représentation évoluée et de gérer la dégradation, on va dire, pour faire un rendu en mode texte, par exemple. Alors, je ne dis pas que ça fait tout automatiquement à 100% et que ça gère toutes les exceptions, mais pour une grande partie en fait, des messages standards, ça va vous permettre en fait, d'adresser de multiples canaux sans avoir à l'anticiper. Il y a des spécificités, par exemple, ici vous voyez que le graphique qui est là, là on n'a pas un outil qui me convertit un graphique en données textuelles. Hein. Ça ne se fait pas automatiquement. Par contre, vous voyez qu'on renvoie en fait les données sous forme numérique à la place. Donc là pour le coup, on a vraiment géré une exception et on l'a géré par code. Et sur d'autres types d'interactions, par exemple, dans Skype, vous allez avoir une liste de choix avec 3 boutons pour choisir. Par SMS, il va vraiment renvoyer choix 1, telle valeur, choix 2, telle valeur, et la personne peut dire 1, 2, 3. Ça, il va le faire automatiquement. Donc il y a un certain nombre de services qui sont intéressants pour gérer ce multicanal. J'ai évoqué le bot framework, donc c'est ce qui va me permettre là de développer mon bot. En clair, toute la logique applicative. Ce bot, il va me fournir finalement des briques pour gérer les conversations. C'est le point essentiel. Alors ces conversations, là il y a quelques exemples. Dans une conversation, je vais avoir plusieurs types de messages, plusieurs types d'interactions. Je peux avoir des choses très simples et des choses plus évoluées. Et le bot framework va me permettre de créer en fait ces objets de conversation. Il va me permettre de créer des messages purement texte. Il va me permettre de créer des dialogues,
c'est-à-dire un enchaînement logique de messages. Il va me permettre de créer des formulaires, ça va des données associées à un dialogue. Par exemple, vous avez un formulaire web avec 3 champs, vous allez pouvoir créer une conversation qui va poser 3 questions pour remplir mon formulaire, par exemple. Hein, donc, cette notion de dialogue est importante. On va être capable de gérer ce qu'on appelle les dialogues avec intention. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que la personne va me demander au départ. Alors sur une application, admettons que vous avez un bot qui fournit la météo, je vais par exemple détecter que je veux la météo sur telle zone géographique. Donc là, je vais avoir des outils qui vont me permettre d'analyser le message entrant et d'en déterminer l'intention. Si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, l'exemple des techniciens, ils peuvent interroger différentes applications qui fournissent différents services. Par exemple, est-ce qu'il reste telle pièce détachée en stock dans le stock qui est basé à Paris? Ça, c'est une première intention, c'est l'état d'un stock à un endroit précis. Ils peuvent aussi poser des questions. Quelle est la production électrique prévue la semaine prochaine, basée sur la météo? Vous voyez que c'est 2 intentions totalement différentes. Donc le bot framework va me permettre de distinguer ces intentions et de les analyser de manière structurée. Et puis il va permettre de gérer aussi tout ce qui est visuel, on va dire. Donc par exemple dans la conversation, de renvoyer ce qu'on appelle des cartes, donc avec une image, du texte, quelque chose de plus formaté, y compris ce qu'on appelle les carousels, c'est vraiment important, c'est un ensemble de listes, c'est une liste de choix en fait, avec des images, des boutons associés et des interactions riches. Et donc tout ça, en fait, vous allez dans le SDK fourni par le bot framework, vous avez tout ce qu'il faut pour créer ce type d'interaction dans le message instantané. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, déjà? Une petite pause, non, c'est bon? Ok, cool. On continue. Au-delà du texte, un bot, il va avoir besoin d'analyser un certain nombre de choses. Alors bien sûr, il y a les données textuelles qu'il va devoir analyser, par exemple, quelle est l'intention, si je demande la météo, dans quelle ville il m'a demandé la météo, etc. Mais on va être aussi capable d'utiliser donc dans Azure les services qu'on appelle Cognitive Services et qui fournissent différentes briques qu'on va pouvoir utiliser pour enrichir les services fournis par notre chatbot. Alors, on ne va pas tout utiliser à chaque fois dans un chatbot, évidemment. Ce qu'on va retrouver très souvent, c'est cela. Donc, évidemment, la partie linguistique au centre. Ça, c'est ce qui va me permettre d'analyser en fait, l'intention de l'utilisateur, de comprendre ce qu'il est en train de me demander. Alors que lui va juste me dire « Donne-moi la météo à Paris demain à 16h ». On va avoir les text analytics, ça va me permettre de générer des résumés. Super important. Parce que imaginons que votre bot il veut renvoyer du contenu. N'oubliez pas que vous êtes dans une messagerie instantanée et que vous ne pouvez pas renvoyer 30 pages de texte. Hein. Donc, être capable de générer un résumé et de proposer à l'utilisateur voir le texte complet après, c'est extrêmement utile. Et puis, très très important, la correction orthographique. Parce que les gens, volontairement ou pas, font des fautes d'orthographe, ils font des fautes de frappe. Quelqu'un qui utilise du SMS, un technicien avec des gants par SMS, oui, il va y avoir des fautes de frappe. Comment est-ce que vous corrigez une partie de ces fautes de frappe à l'aide de la correction orthographique? Ça va déjà quand même enlever 2-3 problèmes d'analyse. Et donc on a ce service-là qui est disponible. Si vous traitez de l'image, il y a les services-là, je ne vais pas entrer dedans, mais notamment Computer Vision. Computer Vision, je lui envoie une image, il me décrit ce qu'il y a dedans. Il me renvoie de manière formelle. Ça, c'est une personne qui attend un train sur un quai de gare, à partir d'une photo. Il va vraiment générer ça. Donc il y a des scénarios intéressants pour les assureurs notamment. On peut prendre des photos d'incidents, ce genre de choses. Oui? La partie en français de ces services-là est-elle aussi performante que celle qui est en anglais? Oui, alors globalement oui. Microsoft est un des rares relativement bien supporté le français. Honnêtement, on n'a pas exactement les mêmes résultats. Ok. Par contre, vous avez une page, alors j'ai pas mis le lien là, il y a une page qui est disponible dans le site Cognitive Services qui vous décrit en fait pour chacune de ces briques quelles sont les langues supportées. Donc, le français est très largement supporté quasiment sur l'ensemble, mais sur une très grande partie. Mais vous pouvez déjà voir si c'est supporté ou pas. Après, on observe de légères différences entre le français et l'anglais quand même. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui ferait mieux en français. Donc, non, ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche plutôt bien. En particulier sur la partie compréhension. 2 services qui sont intéressants en fallback. C'est-à-dire, votre bot, il y a des cas où il ne va pas savoir quoi répondre. Ou alors il ne va pas comprendre, ou alors il ne trouve pas la réponse qu'il doit apporter. Par exemple, je lui demande la météo dans une ville que je ne connais pas, ou
ce type d'exemple. Là, vous allez pouvoir utiliser deux sources d'informations complémentaires. Le premier, c'est Q&A Maker. C'est un super service, j'utilise partout. Ça permet de créer une base de connaissances sous forme de questions-réponses que vous pouvez très facilement lier à votre bot. Et donc, quand vous n'avez pas une réponse absolue de votre service, vous pouvez aller interroger la base de connaissances, voir s'il n'y a pas des articles intéressants pour dépanner l'utilisateur. Et en deuxième niveau, si vous n'avez pas de réponse dans votre propre base de connaissances, allez récupérer des informations sur des sites web précis que vous pourrez aller interroger. Donc il y a des scénarios intéressants là-dessus. Le service Q&A Maker, je vous invite à creuser, ça permet de développer très très vite un bot qui déjà fournit une base de connaissances à un utilisateur. Donc c'est intéressant pour démarrer comme scénario. Dernier point, et on va passer en démo bientôt. Comment est-ce qu'on héberge? Puisqu'on a dit, en fait, je vais développer un bot. Où est-ce que je mets mon code et où est-ce que je l'exécute? Donc il y a plusieurs scénarios. Le premier, je fais ça chez moi, sur ma machine, sur mes serveurs, etc. Ce dont j'aurais besoin, c'est simplement d'être capable d'exécuter de l'ASP.NET ou de Node.js. Alors je mentionne que les deux, techniquement, on peut créer un bot avec n'importe quel langage et utiliser les services Microsoft. Il se trouve que sur ces deux langages-là, on a un SDK qui est documenté, etc. Mais techniquement, on pourra utiliser d'autres langages, notamment Python, qu'on retrouve dans certains scénarios. Deuxième possibilité, dans une VM Azure, finalement je fais que externaliser mon serveur. Troisième scénario, dans un app service, donc là je suis dans une plateforme PaaS, donc je vais juste déployer mon code et j'ai plus de notion de machine virtuelle. Quatrième scénario, Azure Function. Qui ne connaît pas Azure Function ici? Ok, alors c'est super important et c'est super intéressant. Azure Function, ça vous permet de déployer du code vraiment sous forme de fonctions et de les appeler depuis n'importe quelle application. L'intérêt, en fait, c'est que vous payez uniquement vraiment à la consommation, c'est-à-dire à la transaction. Vous payez au nombre de requêtes effectuées, et ça coûte 3 fois rien. Et donc, vous n'avez même pas à gérer de notion d'application. En fait, vous collez du code, une fonction, et elle est exposée, point. Et vous facturez à la consommation. C'est ce qu'on appelle du mode serverless. On a beaucoup de scénarios qui utilisent ça. Et donc, c'est un mode très très intéressant. Je vous invite vraiment à le creuser. Dernier cas, c'est un service complètement packagé que Microsoft fournit dans le portail Azure. Ça s'appelle Azure Bot Service, comme son nom l'indique. Donc je vais pouvoir créer nouveau bot service. Et là, il va me créer un environnement qui est pré-packagé avec des exemples de code, qui est pré-hosté. Donc j'ai rien à mettre sur ma machine. Je peux tout faire dans le portail web Azure. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça me crée des blocs Azure Function. Et puis je peux éditer mon code directement en ligne. Donc c'est un service qui est intéressant parce que c'est très packagé, donc on peut démarrer en 3 clics et on a un environnement qui est opérationnel, j'ai un bot qui tourne. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins souple que les autres options. Donc après, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution en fonction du contexte. On choisira la bonne option d'hébergement. Ok? Cool. Et bien, on va y aller dans le dur. Pour cette démo, je vais m'appuyer en fait sur un exemple qui est fourni donc, par Microsoft, qui est disponible sur GitHub. Il y a énormément d'exemples qui sont disponibles, je crois qu'il y a une trentaine de projets exemples qui chacun traite d'une thématique particulière des chatbots. Donc je ne vais pas évidemment tous les parcourir. J'en choisis un qui me paraît assez représentatif. Et puis ce qu'on va faire, c'est ensemble, on va récupérer ce code, le packager, le déployer et le tester. Déjà, ça sera une première bonne étape à faire ensemble. C'est une implémentation vraiment de référence qui est bien faite, qui s'appelle Conto... Oui, vous ne le voyez pas. Il faut que je duplique. Ok. Donc cette implémentation, en fait, c'est un exemple qui s'appelle Contoso Flowers. Donc là, c'est un bot en fait qui va me permettre de commander des fleurs en ligne et de les faire livrer. Un exemple qui est intéressant. Alors il est intéressant parce que c'est un vrai scénario assez complet, donc ça permet de voir vraiment comment ça marche. Et puis que l'implémentation technique, comment le code est structuré, quels sont les services, les composants qui sont utilisés, c'est assez complet. Ça couvre une grande partie de ce qu'on utilise. Donc c'est cet exemple-là sur lequel je vais m'appuyer, puis donc je vous laisserai après le creuser plus en détail. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on construit et qu'on déploie notre chatbot Contoso Flowers? Quatre grandes étapes, c'est assez simple. On va récupérer les sources. Alors je l'ai déjà fait, hein, je vous rassure. On va récupérer les sources, on va packager en fait notre solution. Ensuite,
on va créer notre bot chez Microsoft, on va dire il y a un nouveau bot, voilà comment il s'appelle, voilà les infos. Ensuite, on va aller utiliser un service Bing Maps, parce que le service il fait de la localisation d'adresse. On va utiliser les services Bing, donc un service complémentaire. Et puis ensuite, on va vraiment exécuter notre bot, puis voir comment ça fonctionne. Ok, voilà les grandes étapes. Donc, je ne vais pas toutes les refaire, j'ai évidemment un peu préparé les choses quand même. Et puis surtout, ça prendrait un petit peu de temps. Mais revenons vraiment à notre exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est assez lisible. Non, peut-être pas assez, c'est pas grave. Je vais... Ok. Donc ici, en fait, j'ai différents projets exemples. J'ai récupéré depuis l'adresse qui est dans les slides, l'adresse sur GitHub, ce dossier qui est une solution complète. C'est l'ensemble des exemples qui utilisent le bot framework de Microsoft. Quand on rentre dedans, vous voyez qu'ils sont décomposés en deux parties. J'ai un dossier pour tous les exemples en C# et tous les exemples en Node. Globalement, il y a tout des deux côtés. Donc là, je vais m'appuyer sur les exemples Node et il y a 32 projets différents. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas vous imposer de les prendre les 32 dans l'ordre. On va en prendre un. Et donc ici, j'ai le dossier qui s'appelle Demo Contoso Flowers. Et on va ouvrir ça dans Visual Studio Code. Ok. Formidable. Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu que vous voyez mieux. Ça va, c'est lisible? Ouais, ça a l'air. Ok, parfait. Alors, je vous passe le README, qui est en fait très complet. C'est pour ça que je prends cet exemple, en fait, parce que vraiment, il est très documenté. Et donc, vous avez chaque module, chaque composant qui est décrit, comment il est implémenté, quel service ça utilise, etc. etc. Donc, c'est un exemple vraiment intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code proprement dit, mais juste sur la structure globale. Comme toute solution, là c'est du Node.js, mais vous avez le même type de structure sur la version en C#. Vous avez votre application principale dans le fichier app.js. Alors pour ceux qui ont déjà touché à Node, hein, ils ne doivent pas être très surpris. Je déclare mes références, les modules que je vais utiliser. Ça me crée un serveur web. Ça m'embarque en fait le serveur web. Et puis je vais lui dire, réponds à telle URL. En fait, je crée un web service, hein, puisqu'un bot à la fin c'est un web service. Donc je crée un web service sur cette adresse. /API/message. Ok, il n'y a rien de très délirant là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'on va faire, on va aller sur le site de Microsoft. Voilà. Alors ici, je suis sur le site qui s'appelle dev.botframework.com. Et je vais passer mon câble pour qu'on ait un peu plus de réseau. Ok. Depuis ce site, donc, vous pouvez vous inscrire avec un compte Microsoft, hein, c'est gratuit. Une fois que vous êtes inscrit, en fait, vous avez ici mes bots. Donc là, c'est tous les bots que vous avez déjà créés. J'en ai créé un qui est ici, qui s'appelle Test Contoso Mug. Alors, il est déjà créé, mais globalement, quand vous créez un nouveau projet, vous avez un formulaire à remplir avec différentes infos. Ce que vous avez à remplir, c'est ceci. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il a un nom. Le handle, c'est vraiment le nom du contact dans une messagerie instantanée, qui peut être différent. Description, etc., etc. Vous voyez que finalement, votre bot, qu'est-ce que c'est? C'est juste une URL vers votre web service. Pas plus que ça. Bon, il y a d'autres options, on verra après, notamment pour gérer de l'analytics, si je veux avoir des métriques sur la performance, le taux d'utilisation, etc. Bon, là, je ne vais pas forcément tout vous montrer. Ce que vous notez là, c'est que aujourd'hui, j'ai le projet, il est sur mon poste. Alors, je vais utiliser une petite astuce, mais je vais donc exposer depuis mon poste une URL pour pouvoir la mettre ici. Ok. Ce qui est important, en fait, je vais quand même en créer un nouveau pour que vous voyez une étape importante. Donc, je vais créer un bot. Voilà. Donc, on a vu le détail. Ce qui est important, c'est ça. En fait, un bot, il est potentiellement public, donc il doit avoir un identifiant unique référencé par Microsoft. Donc on va créer en fait un identifiant d'application. Pourquoi je vous le montre?
Donc il va me générer en fait là tout simplement, c'est un GUID, hein, il n'y a rien de très dingue. Ok, je l'ai déjà fait, je vais vous le montrer sur le mien. Donc en fait il va me générer ici un GUID et un mot de passe. Et c'est important parce que dans mon projet, j'ai un fichier de configuration et je vais devoir renseigner. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. C'est bon. Ok. Vous voyez qu'ici, en fait, je vais devoir, dans mon projet, référencer l'identifiant et donc avoir le même identifiant des deux côtés. Pour évidemment des questions de sécurité, puisque Microsoft ça garantit en fait quelle URL il va appeler et que l'URL qu'il appelle est bien celle qui a été référencée dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a ce mécanisme, pas très compliqué, mais qui permet de s'assurer en fait qu'il y a que les deux parties, la partie chez Microsoft et votre partie, votre projet, qui sont synchronisés et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc là, je l'ai déjà créé, donc j'ai renseigné l'AppID et le mot de passe. Et puis vous voyez ici que dans ma configuration, j'ai aussi une API Bing Maps. Alors, c'est pas très compliqué, je l'ai déjà créé avant. Donc je vous ai mis l'URL, hein, c'est bingmapsportal.com. Vous demandez crée-moi une nouvelle clé, il vous génère un identifiant, c'est celui-là. Et c'est ce que j'ai recollé ici. Ok ? C'est pas d'une extrême complexité non plus. Hein. Mais par contre, tant que vous n'avez pas fait ça, rien ne marche et vous ne comprenez pas pourquoi. Ok. Donc, si je reprends mon slide, donc, vous voyez qu'en fait j'ai récupéré mes sources, j'ai déclaré mon bot au niveau du bot connector, et j'ai rempli mes paramètres, j'ai créé mon API Bing Maps, de la même façon j'ai rentré la clé. Maintenant je vais exécuter le service de mon poste et l'exposer chez Microsoft. Alors, mon poste, là, sur un Wi-Fi, sur un câble, évidemment, il n'a pas d'adresse IP fixe, etc. Donc, comment on fait? J'utilise un outil qui s'appelle ngrok. Peut-être il y en a qui l'ont déjà utilisé. C'est ngrok, je vous ai mis la commande. C'est un outil, en fait, qui va me créer un tunnel, me créer une adresse, qui va me créer une URL publique à partir de mon PC. Alors, elle est temporaire, mais il n'empêche que pour développer et puis pour faire ce type de démonstration, c'est c'est très pratique. Donc déjà, je vais lancer mon service. Donc je vais retourner dans mon dossier, je vais lancer une ligne de commande. Donc une application Node, ça se lance, c'est extrêmement compliqué. Je tape node app.js. En clair, j'exécute mon fichier d'entrée et l'ensemble du service va démarrer. Ok? Donc je croise les doigts comme à chaque fois. Ok. Donc là en fait, bon c'est écrit un peu petit, mais on voit en fait il écoute sur le port 3978. Sauf que j'ai un web service qui tourne sur mon poste qui n'est pas accessible par Microsoft encore. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une autre commande. Donc c'est ngrok, l'outil que j'utilise. Je vais dire c'est du HTTP et 3978. Formidable. Alors c'est écrit un peu petit. Ici en fait vous voyez qu'il m'a créé en fait deux adresses, une en HTTP, une en HTTPS. Et donc cette adresse maintenant elle est accessible de l'extérieur. Et donc en fait ça me crée un tunnel. Donc ce que je vais faire, je vais simplement recopier ici, vous allez voir cette URL, je prends l'adresse en HTTPS, et puis je vais retourner dans mon bot. Voilà, je vais y arriver. Pardon. Voilà. Dans les paramètres, où je vais juste changer cette adresse-là. Voilà. Donc ça va permettre maintenant, depuis les serveurs Microsoft, le bot connector va pouvoir appeler mon service qui est hébergé chez moi, ce qui pour tout un tas de scénarios, pendant qu'on est en train de développer, etc., est super pratique. Parce que là, ça veut dire que j'ai rien à changer, je peux changer mon code en live, enfin, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai juste modifié ça, je vais enregistrer. Je croise les doigts quand même, ok. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai un bouton test. Donc théoriquement, mon bot est accessible, donc là, cette fois de l'extérieur, sur ce channel particulier qui s'appelle WebChat, que vous pouvez potentiellement embarquer dans d'autres sites web. Hein, c'est le même contrôle, mais ça vous permet de tester directement que tout est opérationnel. Alors, on va essayer. Hein. Je lui dis bonjour. Normalement, ici vous voyez qu'il y a des requêtes qui sont arrivées jusqu'à
à mon PC. On voit qu'elles sont passées, qu'il a appelé API message, hein, comme on l'avait vu. Et vous voyez que notre bot a répondu. Et il me dit bienvenue. Alors il y a une image là qui n'est pas formidable, mais bon. Et il me propose commander des fleurs, parler au support. Donc c'est parti. C'est-à-dire que là, déjà, juste techniquement, là on a toute la chaîne. C'est-à-dire que j'ai un client de messagerie instantanée qui appelle le bot framework, le bot connector de Microsoft, qui passe par un tunnel qui arrive jusqu'à mon serveur, jusqu'à mon code. Bon, j'aimerais bien que vous applaudissiez quand même. Enfin bon, bref, faites comme vous voulez, mais moi je suis... Bon, parce qu'il y a quelques heures ça marchait pas, donc... Bon, on a de la chance. Ce qui est intéressant de noter, donc, ngrok, on voit en fait tous les appels qui sont passés par là. 2, dans mon application, j'ai les traces, tout ce qui est en train de s'exécuter, donc je peux faire du debug. Après, je rentre vraiment dans du développement classique. Mais je dirais que la machinerie de créer le bot, le déclarer, etc., c'est fait. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin, puisque là, aujourd'hui, j'ai testé mon bot. Alors, on va quand même aller au bout du scénario dans ce modèle-là. Je veux lui commander des fleurs. Donc là, il me demande mon adresse. C'est là qu'on va utiliser, évidemment, les services Bing pour vérifier que c'est une adresse valide, qui existe, et que l'adresse est non ambiguë. Si je mets juste un nom de rue et un numéro, et que je mets pas la ville, par exemple, il va me proposer différentes options. Bon, en l'occurrence, je vais mettre une adresse fictive. Elle n'est pas fictive en fait, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un processing du message pour détecter le numéro, la rue, la ville, enfin extraire en fait ces entités de l'adresse. C'est passé au service Bing qui va vérifier que l'adresse existe, donc il la retrouve bien. Donc on voit que là elle est mise en forme avec le code postal, etc. Il me demande une confirmation, donc oui, c'est la bonne adresse. Donc ça, c'est l'adresse de livraison. Ensuite, il va me proposer différents bouquets. Donc ils sont beaux, hein, franchement. Tiens, si je prenais le 3. Ok. Donc là, vous voyez le type d'interaction sous forme de carrousel, donc avec du visuel, des boutons d'action, etc. Ça peut être plus facile. Donc j'ai choisi, cette fois, il me propose les prix. Donc je vais prendre en fonction du prix. Ah, les fleurs, hein, faut se faire plaisir. J'essaie de pas passer pour un radin, en fait. Si vous avez... Quand est-ce que je vais te livrer? Je vais te livrer demain. Vous voyez là que je mets 2, mais j'aurais pu mettre tomorrow. Enfin, on peut jongler aussi sur les interactions. Livraison donc le 1er décembre. Le récipient. Donc vous regardez pas. Est-ce que je peux mettre là un vrai nom là? Bon, on va le faire. Donc vous n'avez pas vu. C'est vrai que c'est enregistré. Bon, ça tombe bien. Je dirais que j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc c'est purement fictif. Hein. Alors un numéro de téléphone, il va être fictif par contre. Ok. Ah, j'ai fait une mauvaise manip. Ok. Maintenant, il va me proposer d'inclure un message, vous savez, sur la petite carte qui est avec. Voilà. Je suis obligé. Hein. Je suis obligé. En français. Hein. Ok, il me demande mon mail. Alors évidemment, c'est la première fois que j'utilise le service. Donc il y a un certain nombre de prises d'informations qui vont être enregistrées dans mon profil que j'aurai pas à ressaisir la prochaine fois. Mais en l'occurrence, là, c'est la première fois. Ok. Alors c'est intéressant d'ailleurs les scénarios d'inscription. Parce qu'en fait les formulaires d'inscription c'est toujours une tannée pour les utilisateurs. Il y a 50 000 champs, etc. Et en fait en posant les bonnes questions au bon moment dans la conversation, en fait on peut préinscrire des utilisateurs qui sont anonymes sur un site web et leur faire leur inscription dans le cadre de la conversation. C'est un scénario très intéressant. Et non, je ne veux pas enregistrer ces informations. Ok. Bon bref, je ne vais pas faire tout le circuit. Donc là, il me demande une adresse cette fois de facturation. Donc en fait, c'est le même process. Hein. Je vais remettre une autre adresse. Hop. De la même façon, il vérifie l'adresse, qu'elle existe bien. Oui, c'est la bonne adresse. Donc vous voyez qu'on peut avoir des types d'interactions, des types de conversations très très différents. Et oui, je vais enregistrer cette adresse. C'est mon adresse de domicile. C'est pas la vraie, mais c'est pas grave.
sympa de tweeter en même temps pendant ma présentation. Et ensuite, donc j'ai le prix, et puis on peut faire du paiement directement intégré dedans, avoir quel est le fournisseur de paiement, etc. Il y a différents types de fournisseurs qui sont supportés. Vous pouvez de toute façon faire du custom, donc quoi qu'il arrive, on arrive à intégrer à peu près n'importe quel système. Gardez en tête que quand on est sur des messageries instantanées particulières type Facebook Messenger, vous pouvez utiliser le système de paiement intégré de Facebook Messenger, qui peut être aussi des scénarios intéressants. Voilà. Là, j'ai un bot qui répond aujourd'hui dans un site web. C'est formidable, mais c'est pas forcément là que mes utilisateurs, je vais pas les envoyer là-dessus. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais définir des channels. Donc, j'ai un bot qui répond. Maintenant, je veux qu'il soit accessible depuis différents canaux. Donc, vous voyez que j'ai Skype qui est déjà configuré, j'ai WebChat, celui qu'on vient d'utiliser. Et puis, ici, j'ai ajouté Microsoft Teams. Alors, évidemment, sur un scénario de vente de fleurs en ligne, c'est peut-être pas le meilleur canal. Simplement pour montrer que pour les scénarios à usage interne, c'est extrêmement simple à déployer. Donc en fait, une fois que j'ai juste dit active, hein, il n'y a aucune config derrière, vous l'activez. Et si le dieu du Wi-Fi est avec nous, on y croit, je devrais retrouver mon service. Je vais retrouver mon service. Ok. Je suis dans Teams et j'ai maintenant un nouveau contact qui porte le nom que je lui ai donné tout à l'heure, que je peux me mettre en favori, qui est vu comme un contact lambda en fait dans Teams. Gardez en tête que c'est évidemment le même process dans Skype, hein, puisque c'est les mêmes API. Petite différence visuelle, c'est un bot et donc il a une icône qui est hexagonale, contrairement à vos contacts humains qui sont sur un cercle. C'est comme ça qu'on peut distinguer d'ailleurs les deux. Et puis ici, je vais pouvoir avoir le même type d'interaction. Je devrais. Alléluia. Ok. Et donc là, je peux recommencer. Donc là, j'ai le même type d'interaction, cette fois dans Teams, avec les boutons, avec tous les messages, etc., etc. Donc là, on a exactement le même comportement, quel que soit le channel. Alors, entre Teams et WebChat, globalement, de toute façon, on a les mêmes fonctionnalités. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, après, on peut soit le laisser gérer la déclinaison sur du SMS, par exemple, soit le faire de manière custom. Et on fait quand même du custom pour... pas tant pour gérer la dégradation, mais par exemple, il y a certaines messageries instantanées qui ont des fonctionnalités qui leur sont propres, qui permettent de faire des notifications d'une certaine manière ou qui ont des interactions particulières. Donc dans votre code, en fait, à tout moment, quand vous recevez un message, vous savez qui est l'utilisateur, quel channel qu'il a utilisé, et donc vous pouvez faire différentes branches en fait, de votre code pour renvoyer un message formaté différemment selon le channel. C'est pas très compliqué, hein. En fait, vous avez l'objet message qui porte toutes les infos. Il y a un identifiant de session, un identifiant de conversation et le channel. Ultra simple. Ok, on a fait un grand tour, mais c'était quand même déjà pour que vous voyez un petit peu le process. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'application, comme on l'a dit. Je vous laisserai creuser les exemples. Ce qui est important en fait de garder en tête, donc c'est déjà ces éléments de configuration là. Que vous avez au niveau du service, vous retrouvez les différents dialogues. C'est la notion que j'ai évoquée tout à l'heure. Un dialogue, c'est un enchaînement de messages, on va dire. Et que là, on va retrouver, vous voyez, de manière très fonctionnelle d'ailleurs, les différents modules de conversation qu'on a dans notre bot. Typiquement ici, j'ai comment je choisis le produit dans mon catalogue. Donc, vous voyez qu'il y a différentes références, etc. Et ce que je voulais juste vous montrer, c'est ceci. Donc en fait, vous voyez qu'on crée un nouveau dialogue qui est de type waterfall. C'est-à-dire qu'il va enchaîner une suite de questions en cascade. C'est comme ça qu'on lui fait remplir un formulaire globalement. Et que donc on voit le premier message, l'affichage des catégories, etc., etc. Et donc là, on va vraiment, d'ailleurs, dans son code, retrouver cette notion de waterfall très spécifique à JS d'ailleurs. Je trouve que le nom de la classe matche bien avec le langage. Vous voyez ici en fait les différents composants avec notamment donc cette gestion de l'enchaînement des conversations. Vous avez plein de règles, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, dans le SDK des conversations, vous avez ce qui vous permet de créer ces enchaînements de conversations logiques, ce qui vous permet de créer des boucles, des exceptions, de gérer le formatage. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, j'ai saisi un numéro de téléphone pas dans le bon format. Comment je gère ça? Donc vous avez en fait un certain nombre d'objets qui vous permettent de manipuler les conversations.
donc de faire des branches, de faire des exceptions, de faire des retours à la conversation parente. Donc vous avez vraiment un modèle objet pour gérer vos conversations. Ok? Donc je vous laisserai regarder cet exemple-là. Il est bien fait, et puis là vous avez vraiment quand même une palette très 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 large. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Non? Ok, formidable. On continue. L'autre exemple que je voulais vous présenter, c'est que là on va créer une solution vierge. Pourquoi? Parce qu'en fait les exemples c'est bien, mais partir d'un exemple et puis le nettoyer pour arriver à ce qu'on veut, des fois c'est plus compliqué que de repartir à blanc. Parce qu'il y a des dépendances, parce qu'il y a toute une structure. Donc là on va voir comment on peut très facilement créer un projet vierge de bot, puis ensuite commencer à développer. Ok? Quels outils on va utiliser pour ça? Alors il y en a un certain nombre qu'on a déjà évoqué. Ça c'est les outils qu'on utilise sur nos projets. Rien de très exotique quand on développe avec du Node, mais donc on utilise Visual Studio Code pour l'édition du code proprement dite, LDebug, TypeScript, qui a déjà fait du TypeScript? Tout le monde, formidable, quasiment tout le monde. Bon, qui est une couche supplémentaire par-dessus JavaScript qui va permettre d'exécuter du Node.js, donc du langage serveur en JS. On va utiliser NPM pour la gestion de package. Donc NPM, il y en a qui connaissent, hein, c'est comme Nugget, hein, c'est le même principe. Donc ça c'est ce qui va me permettre d'utiliser des composants pré-packagés pour éviter de réinventer la roue à chaque fois. On va utiliser, et là on va l'utiliser tout de suite, Yeoman. Yeoman c'est du scaffolding. Ça va me permettre de lui dire j'ai besoin de créer un projet, crée-moi toute la structure par rapport à ce dont j'ai besoin. Il va me créer en fait un template. On va utiliser Gulp. Gulp c'est l'outil qui va me faire toute l'automatisation, c'est-à-dire la build, l'exécution, le contrôle de la qualité du code, etc. Donc c'est comme un AND ou ce genre d'outil. On va utiliser Yarn, mais on ne verra pas sur la partie Dependency Management. Et puis ngrok à la fin pour exposer notre service. Ok? Alors je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois le retourner. Donc je vais me positionner. Alors je vais arrêter les services précédents. Hop. Ok. Je vais retourner dans mon dossier démo et puis là je me dis je veux créer un projet vierge. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux créer un projet de chatbot pour Microsoft Teams. C'est ma cible. Vous verrez, il y a différents templates pour différentes cibles, mais c'est vraiment pour l'exemple. Alors c'est super compliqué. J'ai écrit Yo Teams. Je sais pas si je peux zoomer un peu peut-être. Ouais. Je vais faire une bêtise, c'est pas grave. Je sais pas si je peux zoomer plus. Si. Voilà. Ça devrait être un tout petit peu mieux. Ok, je vais quand même le lire. Donc il me demande en fait le nom de la solution que je veux générer. On va l'appeler Mug Teams Demo. Est-ce que j'utilise le dossier courant? Non, je veux créer un sous-dossier avec le nom de la solution. Donc vous voyez que j'interagis presque comme avec un bot, hein, on est d'accord. Le nom de l'application, je vais donner le même. Ok, le nom de la société. L'URL dans laquelle je vais l'héberger. Alors, en l'occurrence, là, il me propose une URL qui serait l'URL que j'utiliserai en production sur Azure. À l'instant où je parle, je ne connais pas l'URL, donc je vais la laisser comme ça. De toute manière, cette URL, elle sera dans le fichier de config qui va être généré. Donc là, je vais le laisser tel quel. Là, il me propose différentes options. Donc soit je crée dans Teams, quand je crée des solutions pour Microsoft Teams, j'ai différentes options. Je peux créer des tables, je peux créer des bots, je peux créer des connecteurs, bref, j'ai différentes options. Là, en l'occurrence, je vais juste sélectionner un bot. Est-ce qu'il existe déjà ou est-ce que je crée un nouveau bot from scratch? En clair, est-ce que je vais développer un nouveau bot? C'est mon cas. Ou est-ce que je vais juste... J'aurai aussi l'option de le connecter à un web service qui existe déjà. Je pourrais aussi avoir ces... Voilà, le nom de mon bot. Il me faut un app ID. Donc théoriquement, je vais en ligne. Je lui demande de la même façon, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, je crée un application ID et je vais lui recoller ici. Là, je vais le laisser par défaut, puis on le changera. Non, je ne veux pas de tab. Ok. Si je reviens ici, normalement, je dois retrouver un dossier qui s'appelle Mug Teams Demo. Et il m'a créé toute la structure. Alors, on va le laisser terminer quand même.
Donc en fait, il va créer tous les fichiers de ma solution, les fichiers de config, les différentes dépendances, les modules, les références au bot framework SDK, bref, toute la plomberie. Et il va mettre à jour les dépendances, c'est-à-dire il va les référencer, puis vraiment aller télécharger les mises à jour s'il y en a. Alors vu que je suis quelqu'un de sympa, j'ai déjà fait ça, donc on va déjà aller. J'ai déjà créé un projet avec ce type de solution. Donc on va l'ouvrir dans Visual Studio Code. Puis on va regarder un petit peu ce qu'il nous a généré. Ok, très bien. Donc vous voyez que c'est un peu plus léger quand même que ce qu'on avait tout à l'heure. J'ai pas les milliers d'exemples, etc. Je vais retrouver différents fichiers propres à Node.js. Je vais retrouver mes fichiers de config, mon fichier package, bref, et mes sources. On voit ici l'ensemble des modules qu'il est allé télécharger automatiquement et référencer pour que j'ai pas à les rechercher à chaque fois. Donc là j'en ai une liste gigantesque, mais pour ceux qui développent avec Node.js, ils doivent avoir l'habitude. Et puis un dossier dist avec vraiment ce que je peux déployer après. Donc là vraiment ce que je vais pouvoir packager et déployer sur de l'Azure. Vous voyez d'ailleurs qu'à la fin, c'est juste un serveur, c'est juste un web service. Donc à la fin, j'ai un fichier serveur.js à déployer. Je ne vais pas forcément le montrer parce que le résultat, c'est le JS est généré à partir du TypeScript. Donc là, c'est du code généré. Donc le plus intéressant, c'est de voir ici. Mais vous voyez que ça ressemble exactement à ce que j'avais tout à l'heure, juste que c'est plus propre de repartir de cet exemple-là. Donc là, je retrouve mon serveur, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, à peu de choses près. Je vais retrouver ici le fait que j'écoute sur API message. Je vais retrouver les app ID, les passwords, etc. Et ce qui est intéressant, on va regarder à ce niveau-là. Vous voyez que ce bot, en fait, là, je l'ai un tout petit peu modifié déjà, mais c'était vraiment pour l'exemple. Vous voyez que j'ai que 2 dialogues, en fait. J'ai un premier dialogue qui me dit bonjour quand je lui dis bonjour. Ok. Et j'ai un deuxième dialogue qui va en fait interroger un CRM et me renvoyer la liste des derniers clients qui ont été renseignés dans le CRM. Un exemple qui m'intéresse particulièrement. Donc on va retourner ici. Je vais dans mon dossier et je vais exécuter mon projet. C'est pas ça. C'est Google Serve. La commande est différente, mais en fait ça revient exactement au même. C'est juste que là j'utilise Gulp, qui vous voyez en fait fait un certain nombre de choses avant l'exécution. En particulier, il va convertir le TypeScript en JavaScript. Il va remapper les différentes dépendances, etc., etc. Et puis, on va refaire. Alors ça écoute, je ne sais plus sur quel port, mais je crois que c'est le même. Hop, hop, là. 3007. Ok. Donc comme tout à l'heure, je vais juste faire ma petite mise à jour. Donc, je vais retourner dans mes bots. J'en ai un qui s'appelle SalesBot. Je vais mettre à jour le paramètre. Enregistrer. Et théoriquement, alors vous voyez que théoriquement est pas bon. Peut-être j'ai pas mis. Ouais, c'est normal. Ok. Bon, il était capricieux, mais il répond. Ouf. Donc là, il répond, et là, je ne fais pas d'interprétation hyper lourde, c'est simplement pour aller jusqu'au bout du scénario. Je lui demande en fait les derniers comptes qui ont été créés. Là, en l'occurrence, en fait, il va aller appeler Salesforce et me faire il me sort le premier client en fait qu'il va trouver.
J'ai des infos de debug dedans, c'est pas hyper joli, mais c'est juste pour montrer le principe. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, en un quart d'heure, globalement, j'ai recréé une solution vierge et j'ai quelque chose où je me pose plus de questions de savoir si c'est un bot ou pas un bot. Enfin, je développe sur de l'applicatif, d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. C'est toujours plus simple de repartir d'un exemple vierge à partir de ces templates que de repartir des exemples. Parce que c'est très dur de les redécomposer après coup. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Je pense qu'il y en aura peut-être à la fin, on pourra revenir peut-être plus en détail dessus. Il me reste combien de temps? J'ai débordé déjà de combien en fait? Ok. 10 minutes, formidable. Ok. Ah, ok. Il fallait que ça arrive. Quand même, pourquoi prendre un template Teams alors que là on est sur du web chat? Parce qu'on est parti sur un template Teams là, non? Oui. En fait, le web chat, c'est vraiment pour faire du test en fait. C'est juste pour pouvoir vérifier que la connectivité se fait bien entre ce que j'héberge sur mon poste et le bot connector chez Microsoft. Mais après, le déploiement sur Teams se fait de la même façon. Pardon? C'est pas un des channels. Si, Teams, c'est un des channels natifs en fait. Non, le web, WebChat, si, c'est un channel natif. Il est activé par défaut. Effectivement, je vais revenir là-dessus. Hop. Donc en fait, dans les channels, par défaut, j'ai le WebChat qui est activé et Skype. Et quand je veux en ajouter, donc j'ai ceux qui sont disponibles ici. Je précise d'ailleurs qu'il y a un channel qui s'appelle Direct Line qui vous permet en fait de créer vous-même un channel custom. Donc en particulier, c'est intéressant quand, par exemple, si je veux embarquer mon bot dans une application mobile. Donc là, je suis dans mon application, le client, ça va devenir moi, ça va devenir mon application. Et dans ce cas-là, je vais utiliser le channel qui s'appelle Direct Line, qui permet en gros d'envoyer, de recevoir des messages comme un client de messagerie instantanée. Quand je veux ajouter c'est intéressant, quand je veux ajouter de nouveaux channels, il y a vraiment un assistant à chaque fois qui est proposé, puisque sur le channel Teams, il n'y a rien à faire, je fais ajouter et puis c'est actif. Mais quand on va par exemple sur Facebook, vous allez voir, si je veux exposer sur Facebook, là j'ai évidemment tout un assistant en fait qui va me guider dans la configuration de Facebook. Pour créer un bot sur Facebook, il faut créer une page sur Facebook, il faut lui donner des droits spécifiques, il faut générer des clés différentes, etc. Donc il y a une petite machinerie. Par contre, c'est très bien fait à ce niveau-là, c'est qu'il y a vraiment un assistant pas à pas avec des captures écran et vous avez juste à suivre. Donc selon le canal, on a plus ou moins de configuration à réaliser. Oui. Pour le handle du bot, Oui. configuré par channel, s'il n'est pas dispo sur un service. Non. Le handle est unique. Le handle est déclaré au niveau du bot connector. Donc c'est le bot connector qui publie un seul et même handle sur l'ensemble des channels. Okay. PowerPoint a l'air de s'être réveillé. C'est reparti. Ok. Donc la dernière section, dernière partie de la présentation, c'est ce sur quoi on s'est planté. Donc il faut savoir l'admettre dans la vie quand on veut progresser. Donc c'est soit des sujets, en général c'est des sujets qu'on n'avait pas anticipés, pas de cette manière-là, vous allez voir. Quand on développe, en fait, on a toujours des surprises. Ça marche pas toujours comme on le voudrait. On a eu des tests, bon bref. J'aime beaucoup ce gif en fait, je sais pas pourquoi. Je le mets dans toutes mes phrases, même quand ça n'a aucun rapport, c'est pas grave. Ok. Premier cas, c'est un sujet d'adoption. Votre bot, c'est pas un être humain, c'est pas fait pour. Il faut pas essayer d'être un être humain. En clair, vous n'êtes pas en train de développer un assistant comme le fait Microsoft avec Cortana, ou comme le fait Apple avec Siri, ou comme le fait Google avec etc. Je veux dire que vous avez, de toute façon, vous n'êtes pas en train de créer une intelligence artificielle qui va répondre à toutes les questions. Vous fournissez un service efficace à des gens. Et donc, il ne faut jamais essayer de se faire passer pour un humain déjà, parce que ça se voit. Vous n'arriverez pas à faire en sorte que ça ne se voit pas. Et surtout, quand le bot ne sait pas, c'est pas grave. Il faut dire, je ne sais pas répondre, ou je ne comprends pas, ou je vous passe un opérateur. D'accord. Et il ne faut jamais essayer de contourner les choses. D'ailleurs, il y a
un rapport qui a été fait, une étude très intéressante sur le taux d'adoption des outils en fonction de leur similarité avec un être humain. Qu'en fait, plus on se rapproche d'un être humain, en fait, plus l'outil est adopté parce qu'il paraît plus intelligent, jusqu'à un certain stade, où en fait ça devient, comment dire, on est proche de l'humain mais on ne l'est pas encore tout à fait. Et là en fait, les utilisateurs, ils voient ça comme on essaie de les tromper. Et donc le taux d'adoption chute quand vous essayez de faire le truc complètement humain en fait. Et il revient qu'à la fin quand on ne sait plus le distinguer, et on n'y est pas encore. Donc vous fournissez un service, après vous pouvez donner des côtés humoristiques, vous pouvez avoir une tonalité dans vos conversations qui va être intéressante, bien sûr il faut le faire, mais il ne faut pas masquer qu'on a un bot, quoi. En particulier sur du support client où là ça serait catastrophique. Je reviens quand même juste là-dessus. On a trois cas, on va dire trois grands cas, où en fait le bot il va pas répondre et on va lui proposer de passer la main à un être humain. C'est l'exemple qu'on a là sur de l'assurance par exemple. C'est un scénario d'assurance. En fait le bot il va me poser des questions, il va me faire une cotation en ligne. Si je suis déjà client, il va me créer mon dossier, mon contrat, tout le tralala. Sauf qu'à un moment donné dans la conversation, c'est trop cher, je veux négocier. C'est pas le bot qui va le faire. Donc il y a différents cas. Premier cas, c'est ces cas où on va passer la main à un être humain. Premier cas, le bot ne comprend pas ce qu'on lui dit. Je sais pas, la personne est écrit en chinois, c'est pas prévu, bah, il ne comprendra pas. Deuxième cas, il comprend ce qu'on lui demande, mais il n'a pas la réponse. Okay, vous ne trouvez pas de réponse à lui fournir. Troisième cas, vous ne voulez pas que le bot réponde. Alors ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple, c'est par exemple, je reviens sur mon scénario des opérateurs télécoms. Quand on va commencer à avoir des conversations qui vont parler de résiliation, vous ne voulez pas que ce soit le bot qui traite la question. Donc il faut prévoir ce décrochage vers un être humain. Et là, pour le coup, au niveau du bot framework, il n'y a pas 50 solutions et c'est un peu compliqué. Ce décrochage-là, c'est comme un centre d'appel. Il faut commencer à gérer des files d'attente, qui reprend la conversation, comment. C'est vite très compliqué. Là, c'est un exemple en fait où dans Dynamics, côté opérateur, où là en fait les opérateurs humains peuvent retrouver en fait l'historique de la conversation que la personne a eu avec le bot, et on a donc un transfert de la conversation. Donc je revois en fait l'historique de l'échange, et un humain peut reprendre la main sur la conversation avec d'autres éléments, puisque lui il voit en fait quel était le montant en fait de son précédent contrat, est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur, etc. Et donc rentrer dans la négociation. Okay, je reviendrai sur l'aspect technique, sur comment on peut gérer ça, c'est pas évident. Gardez en tête aussi que les bots, ils vont de plus en plus, il va y en avoir, donc il va y en avoir beaucoup, et que donc la conversation, elle va finir par passer d'un bot à l'autre. Parce que je vais commander en ligne depuis ce site-là, depuis le bot Everlane, mais à un moment donné, c'est le bot de FedEx qui va gérer la livraison. Donc il y a un écosystème en fait qui est en train de se créer, et comment on fait pour que la conversation reste cohérente quand on va avoir plusieurs bots, etc., dans un processus d'achat. Dernier, petit truc marron, on l'a pas eu en vrai, ça, mais j'aime bien. Est-ce que finalement, on pourra en discuter après, est-ce que c'est pas la nouvelle forme des API? Pourquoi on fait des API REST ou SOAP ou je sais pas quoi? Pourquoi on fait pas un bot, puis un autre bot pourrait l'appeler, qui parlait avec lui? Je veux dire qu'on est quand même pas très loin. On a des scénarios, on a des bots qui parlent entre eux. Et à la limite, on n'est pas très loin en fait du fait d'avoir créé une API mais en mode conversationnel. Vous voyez notre commander des fleurs là, notre scénario de tout à l'heure. Je veux dire que n'importe quelle application, n'importe quel bot, n'importe qui peut l'appeler et l'utiliser. Pourquoi pas un autre bot? Si un bot il veut fournir des nouveaux services. Donc ça sera peut-être une perspective. Et en général, dans l'histoire, je trouve c'est toujours le plus simple en fait qui gagne. C'est pas le plus rapide, le plus compliqué. C'est REST qui a gagné sur SOAP, parce que c'était trop compliqué. C'est JSON qui a gagné sur XML, c'est plus simple, plus léger. Peut-être que le conversationnel gagnera sur REST. Après, on verra. L'internationalisation. Évidemment, mon bot, il a des clients potentiellement dans plusieurs langues. Alors en fait, on n'a pas trop de problème de vrai multilinguisme. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne ferez jamais de traduction automatique. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas prêt. Jamais sur du support client ou quelque chose qui est en contact avec des clients, vous ferez de la traduction automatique des messages. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Là où on va utiliser la traduction éventuellement, c'est quand on veut faire de l'analyse qualitative des messages. J'ai des gens qui parlent en français. Là, je peux faire de la traduction automatique, par exemple, pour extraire les mots-clés
qui fait de l'analytique. Ça a du sens, mais pas pour traduire les messages. Les messages que votre bot renvoie, c'est vous qui allez les écrire dans toutes les langues, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, le problème qu'on a, c'est pas un problème de multilinguisme, c'est un problème de multiculturalisme. Vous ne parlez pas dans une conversation de la même façon à un Français qu'à un Chinois, qu'à un Allemand, qu'à un Américain. Et donc la tonalité de la conversation, son caractère très formel ou pas, que vous voyez ou pas, etc., elle ne va pas être la même selon les pays. Et bien sûr, elle ne va pas être la même selon la marque. Quand vous faites le bot de LVMH, ou quand vous faites le bot de Darty, la tonalité de la conversation n'est pas la même. Donc de la même façon qu'on a une stratégie de branding sur un site web ou sur une application mobile, on va avoir une stratégie conversationnelle et un travail d'écriture. Donc il y a des gens qui commencent des gens qui sont auteurs, qui commencent à faire vraiment ça. Comment en fait je fais passer ma marque à travers une conversation. Donc c'est des dimensions qui peuvent vite impacter vos projets. Tout le monde en parle. GDPR, tout le monde connaît. Ouais, ok. Votre bot, il parle à des clients, donc il collecte de la donnée, donc GDPR. Ok. Ouais, voilà. Mais comme n'importe quelle application sur le fond, il se trouve que par nature, il va vite collecter de la donnée, qu'on ne sait pas forcément. Souvent, c'est des projets qui sont un peu expérimentaux. Donc, votre CRM, oui, va être conforme à GDPR parce que c'est le gros sujet et tout le monde sera conforme, d'une manière ou d'une autre, un jour sera conforme, à coup d'amende ou autre chose. Vu que là, c'est souvent des projets expérimentaux, ils sont souvent un peu sous le radar. Donc, ça vaut le coup d'y penser relativement vite. Troisième point, on a le même problème sur les applications mobiles, mais je trouve que c'est encore plus sensible, c'est la performance. Attendre 2 secondes avec un bouton patienter sur une application mobile, c'est déjà beaucoup. Dans une conversation, quand on a l'habitude de parler à d'autres êtres humains sur la messagerie instantanée et qu'on passe à un bot, la performance, le temps de réponse va être extrêmement critique sur l'adoption. Or, la difficulté qu'on a, c'est qu'un service, comme on l'a vu, il y a du côté serveur, il y a des appels HTTP, il y a de la base de données, il va appeler des services en ligne chez Microsoft, il va en appeler peut-être 50, il va appeler un CRM, il va appeler je sais pas quoi. Capable de dire, il met 10 secondes à répondre, pourquoi, c'est extrêmement compliqué. Donc peut-être après, je vous montrerai si vous voulez. Nous, on utilise Azure App Insight. Vous avez un module qui vous permet de plugger automatiquement tout votre conversationnel directement dans votre code et qui va le plugger automatiquement sur Azure App Insight. C'est très simple à faire et qui va gérer aussi tout ce qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, le diagnostic de la perf est très compliqué parce que j'ai plein de composants différents. Donc l'analyse est pas simple. L'analytics est ce qu'on appelle le handoff. Le handoff, c'est quand je bascule sur un être humain. C'est le bot qui passe la main à un humain. Alors là, je l'ai mis, il y a un module open source que je vous invite à regarder. On n'aura pas le temps de le regarder en détail, qui s'appelle Ibex. Il fournit en fait un tableau de bord qui utilise Azure App Insight, ce qu'on a vu juste avant. Donc il va vous fournir déjà un tableau de bord quantitatif, le nombre de messages échangés, la rétention d'utilisateurs, etc. Du qualitatif, puisqu'il va faire du sentiment analysis grâce à Azure, qui va dire la tonalité des messages est positive, négative, etc. Il va permettre aussi de faire des taggings, comme on ferait du tag Google Analytics. Ben là, on va taguer en fait des dialogues particuliers. En clair, est-ce que les gens me commandent des fleurs ou est-ce qu'ils me commandent des machines à laver? Et donc de distinguer, là c'est définir une alarme, je vais voir ce qu'utilisent plus spécifiquement les utilisateurs. Et surtout, il va gérer l'historisation complète de tous les messages échangés. Et donc vous retrouvez en fait l'historique avec l'analyse sentiment. Et c'est par ce biais-là qu'on peut éventuellement repasser la main à un humain, parce que ça veut dire que j'ai accès à l'historique des conversations et que je peux régénérer une conversation à partir de ça. Donc on pourra peut-être le regarder plus en détail après en question-réponse si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un module Node qui s'installe en 4 secondes. Il vous crée en fait le service, l'application web, on va dire, qui fournit les dashboards. Vous avez juste à rentrer vos identifiants Azure App Insight dedans. Il se débrouille. Il fait toute l'historisation des messages. Il va utiliser par défaut Cosmos DB, donc dans Azure. C'est vraiment bien packagé, c'est très clé en main. Et donc si vous avez à gérer de l'analytique et que vous voulez faire des choses plus évoluées, par exemple réutiliser depuis Power BI pour faire des dashboards avancés, c'est probablement une bonne solution. Et
surtout, vous n'avez pas, c'est ultra simple à câbler dans votre code. Comment on intègre en fait ce module-là. En gros, il se branche sur l'objet conversation directement. Donc, vous avez une ligne à ajouter quasiment dans votre code. Et toutes les conversations qui passent, il va jouer en fait lui un rôle d'intermédiaire en fait, comme un middleware. Et il va historiser, faire l'analytics, etc. Donc c'est super intéressant. Voilà les gros sujets. Donc soit on utilise les dashboards fournis, on peut les exploiter facilement en Power BI, soit en natif en fait dans l'outil. On fait beaucoup de Power BI pour fournir des indicateurs spécifiques après, parce que c'est une solution intéressante pour gérer ça. J'ai terminé. C'était un grand tour. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. Ouais, on a le temps. Super. Ou peut-être si ça vous intéresse de voir le dernier point que j'ai évoqué, j'avais préparé ça. Si vous voulez, si j'ai une minute pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais retourner dans mon dossier démo. De la même façon, donc ça s'appelle Ibex Dashboard. Donc vous le trouvez sur GitHub. Donc vous téléchargez le repository de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les exemples du bot builder. La solution, je vais la lancer. Là, je vais lancer que en local, hein. On va pas s'amuser à refaire tout le process. Et ça utilise encore un autre module qui s'appelle Yarn, mais c'est pas grave. Ok. Et donc, j'ai une application web qui tourne. Voilà. Alors c'est intéressant, vous voyez qu'il y a des modèles pré-packagés de dashboard. C'est vraiment, vraiment bien fait. Alors j'en ai créé un, j'ai pas beaucoup de données dedans parce que je l'ai juste activé là. Mais normalement. Ok. Donc ça me donne ce type de tableau de bord. Donc ici je vois évidemment, je ne l'ai pas réutilisé, mais donc le volume en fait c'est le nombre de messages. J'ai le nombre de sessions, le nombre d'utilisateurs individuels, le nombre de conversations, le nombre de messages échangés, les erreurs, la tonalité des conversations, comment il l'analyse, est-ce que c'est positif ou négatif, la géographie. Donc là on voit d'ailleurs que j'ai fait des tests depuis Paris et depuis Montpellier. Et pour intégrer ça en fait dans mon code, je vais revenir sur la solution que je vous ai montrée juste avant. Voilà. Ce que j'ai eu à faire, c'est ça. Et c'est tout. En clair, donc il y a un module NPM en fait qu'on ajoute, qui s'appelle Bot Framework Instrumentation. Je lui définis un objet logging, je lui passe les identifiants de mon service Azure App Insight. Donc j'ai une clé d'instrumentation, enfin un identifiant, une clé, etc. Et je peux lui passer donc le service de Sentiment Analysis. Donc de la même façon, c'est une autre clé que j'intègre. Et c'est tout ce que je fais. Et en faisant ça, il agit vraiment comme un middleware. C'est-à-dire tous les messages qui passent, il les prend, il envoie les bonnes infos à App Insight, il les récupère, il historise les messages, il récupère les infos d'App Insight et il fait l'analyse. Et il fait tout seul. Donc c'est super intéressant. Après, je l'ai trouvé à l'usage peut-être un peu compliqué quand on veut la personnaliser de manière plus fine, parce qu'on part d'un existant, il faut se l'approprier. Mais par contre, ça fournit déjà beaucoup de services. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans mon portail Azure, donc en fait un service App Insight. Je passe le détail. Ce qui est super intéressant, c'est pour faire du diagnostic. Donc en fait, ici, je vois qu'il est en train de monitorer une application de JS. Là, je retrouve la clé que j'ai référencée dans mon code. Ici, j'ai différentes métriques, donc c'est extrêmement complexe, enfin extrêmement complexe. J'ai le monitoring des erreurs aussi. Je peux enregistrer mes traces, mes logs, enfin tout le tralala. Et puis j'ai surtout ça, que je trouve vraiment génial, l'application map. Vu qu'en fait tout mon code est instrumenté, alors je vais zoomer un peu. Donc ici en fait, je vois vraiment les requêtes HTTP qui ont été reçues et traitées. Et puis je vais pouvoir déplier
Et donc ici, j'ai un premier, et on voit tous les services de manière détaillée et combien de temps en fait ça a pris sur chaque service. J'ai le diagnostic service par service. Alors là, j'ai que 2 niveaux. Si c'est vos propres services qui sont hébergés sur Azure, vous pouvez descendre jusqu'à je crois jusqu'à la fonction quasiment, hein. Vous pouvez aller très en détail en fait dans l'analytics. Là, c'est les services de Microsoft, donc je ne descends pas dans le détail. Mais vous voyez en fait les principaux composants qui sont utilisés. Ici, c'est le state.bot framework, je ne l'ai pas dit, mais dans le bot framework, vous avez aussi tout ce qui est pour la gestion d'état. C'est-à-dire la persistance en fait, des informations que je saisis. J'ai vraiment un module en fait, d'état qui est embarqué sur la conversation. Ça me permet de stocker des infos d'une session à une autre, par exemple. Ou de faire du cross-channel. J'ai commencé une conversation dans un navigateur web, et à la fin, il m'a dit « ajoute-moi sur Facebook ». Et je vais pouvoir gérer en fait la persistance de la conversation entre les multiples channels. Donc c'est un des services, vous voyez, qui prend un certain temps. Donc là, ça va permettre de voir où est-ce que ça bloque. Donc là, c'est le web chat, donc c'est le côté client. Le login, puisqu'en fait, je m'authentifie sur les services Azure pour les consommer. Ici, c'est intéressant, vous voyez, je me connecte à Salesforce. Donc j'ai un premier service pour l'identification. Donc je vais me connecter, ça prend un certain temps. Donc peut-être je vais voir que, je sais pas, j'essaie de me connecter à chaque fois. Peut-être faut que je mette en cache mes credentials, ce genre de choses. Et puis ici, j'ai les appels proprement dit à tel ou tel service. Donc là, c'est vraiment sur le CRM. Et ici, je vais pouvoir voir le détail. Par exemple, si je veux uniquement les appels les plus lents. Et donc là, je vais pouvoir aller faire du diagnostic beaucoup plus fin. Où on voit en fait donc les temps de réponse moyens. Et aller voir le détail ensuite de telle requête. Quelle requête a été exécutée. On voit en fait ici que j'appelle d'ailleurs la liste des comptes. Je fais un select ID, etc. Bah, peut-être je peux optimiser ma requête. Okay. Donc là, vous avez vraiment tout ça qui est intégré, alors que dans mon code, j'ai mis 5 lignes pour l'instrumentation. Donc c'est vraiment un gain de temps absolument phénoménal, et que ça vous fait l'historisation, parce que vous n'avez pas en standard dans le bot framework. Dans le bot framework, de base, quand vous parlez sur Skype, les messages ils persistent par Skype en fait. Vous n'y avez pas accès à l'historique. Et puis il y a des services qui justement les historisent pas. Pour vous, ça a de la valeur de les stocker. Et donc là, en fait, ils gèrent toute l'historisation dans une base Cosmos DB sur Azure. Donc c'est super simple à utiliser. C'est vraiment très puissant. Je pense que ça valait le coup qu'on prenne 3 minutes là-dessus. Hein, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des points sur lesquels vous voulez revenir? Oui. Quand tu es sur un channel qui est personnel, comme Messenger ou Twitter, un truc comme ça, est-ce que le bot peut initialiser la conversation plus tard vers toi? Ok. La question, c'est est-ce qu'en gros, je vais essayer de la reformuler, est-ce qu'un bot peut prendre la main et initier une conversation avec quelqu'un? Il peut te rappeler plus tard, par exemple. Alors, il peut, oui, rappeler plus tard, à condition qu'on l'ait déjà ajouté dans ses contacts. Okay. Donc, en clair, vous ne pouvez pas avoir un bot qui contacterait quelqu'un sur Facebook, même si vous avez ses coordonnées, on va dire. Vous ne pouvez pas faire de push sur quelqu'un qui n'est pas dans vos contacts. Okay. La seule exception à ça, c'est Skype for Business, je crois. À vérifier, mais je crois que dans Skype for Business, on peut faire du push en fait. Mais vu que c'est de l'interne, c'est fait pour faire du push pour des collaborateurs. Comme n'importe quel collaborateur dans l'entreprise, d'ailleurs, peut envoyer un message à n'importe qui sans vous ajouter dans les contacts. Donc il se comporte comme un utilisateur lambda de l'entreprise. Mais sur les channels publics, Facebook, Skype, etc., là, vous ne pouvez pas le faire avant d'être dans les contacts. Par contre, et donc dans les exemples d'ailleurs, dans les 32 exemples que j'ai donnés, je crois qu'il y en a, je ne sais plus le nom, il y a un exemple en fait où il montre comment on peut faire du rappel en fait, des envois planifiés par exemple. Donc il y a un exemple qui montre comment le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez initié une conversation à un moment donné, donc vous allez persister l'identifiant de la conversation, une conversation sur un channel précis, vous pouvez le stocker, et ensuite vous allez le réutiliser pour faire du push. Donc vous pouvez oui reprendre la main. On a beaucoup de scénarios-là sur l'e-commerce quand on veut faire de l'enquête de satisfaction. J'ai commandé en ligne sur un site web, j'ai mon bot qui m'a averti quand on allait me livrer chez moi. Puis une semaine après, le bot reprend la main et dit au fait ça s'est bien passé, la livraison était à l'heure, etc. Donc, colis par exemple, exactement. comme ça il peut envoyer des trucs comme ça. Exactement. C'est déjà le cas hein, quand vous commandez aujourd'hui sur Voyage SNCF ou sur Air France. Dans l'écran de récap de commande, quand vous commandez depuis le site en ligne, ok, vous avez commandé ça, tel truc, ajoutez une sur Messenger, et là le bot vous envoie en fait vos e-billets, et il vous prévient en fait, vous prenez l'avion demain
à telle heure, c'est le temps de faire le check-in, etc. Et ensuite, après, vous pouvez commander directement depuis le bot. Donc, il gère cette transition du site web vers le bot de cette manière-là. Ok. Après, tu peux récupérer quand même les identifiants pour pouvoir matcher entre Oui, une personne avec un channel. Oui, bien sûr. En fait, à partir du moment où on l'a dans ses contacts, on a les infos disponibles par l'API de Messenger, par exemple, ou par l'API de Skype. Donc on a l'identifiant. Sur Facebook, on récupère pas le mail, justement. On récupère l'identifiant, on récupère, je crois, la zone géographique, et puis je sais plus quoi. Enfin bon, donc après, selon le channel, on récupère les infos qui sont disponibles dans le channel. Ok. Oui. Ouais, le Bots Framework est vachement orienté développeur et il y a pas mal de concurrents de Microsoft qui proposent des outils à la fois métiers Absolument. et développeurs. Mhm. Dont IBM Watson et Recast et des Absolument. choses comme ça. Ouais. On n'a pas d'outils pour organiser, pour créer des dialogues Mhm. dans le Bots Framework. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu penses que c'est une des orientations de Microsoft? Pas du tout. Alors, je réfléchis à ce que j'ai le droit de dire ou pas. Non, je peux. Non, parce que ça, c'est public. Bon, ok. Dans la partie bot connector, on va avoir un designer visuel. Ok. Il y a déjà des vidéos qui sont passées sur YouTube, donc c'est pour ça que je peux en parler. Donc oui, il va y avoir. Maintenant, à l'usage. On a des clients qui ont commencé avec du Watson et qui ont fini sur le bot framework. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mode déclaratif, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, c'est je vais modéliser une conversation, soit visuellement, soit dans du XML par exemple, enfin peu importe. Mais ce mode déclaratif, il est très sympa quand on est en POC, et quand on maquette. Par contre, la vraie vie et la nature d'une conversation avec des gens qu'on ne connaît pas sur un site web ou sur un channel comme ça, c'est extrêmement compliqué de le modéliser en mode déclaratif. Tu vois, tu parlais de chatbot support, par Oui, exemple. Un chatbot exactement. support, il peut y avoir un intérêt à ce qu'un responsable de support puisse saisir des nouvelles questions ou des nouvelles réponses Absolument. sans passer par le dev. Alors, ça c'est autre chose, puisque finalement, là, ce que tu décris, c'est comment je fais évoluer la connaissance ou les contenus à disposition du bot. C'est pas faire évoluer la structure des conversations. Le service qu'on va utiliser pour ça, c'est Q&A Maker. Je l'ai évoqué tout au début. Okay. Q&A Maker, ça permet justement à des fonctionnels de faire évoluer la base de connaissances en fait qui est à disposition du bot. Ah, mais tu es sur une FAQ, tu n'as pas de niveau de dialogue sur Maker pour ce que j'en sais. Non, on n'a pas de niveau de dialogue. Tu n'as pas de levier d'ambiguïté, de choses comme ça. Enfin, Non, tout à fait. Après, il y a des modules qui permettent de le faire dans le bot framework. Donc, non, c'est un développeur qui le fait. oui, si vous avez une nouvelle conversation, pardon, je recommence. Si vous avez un dialogue qui n'existe pas, le bot ne va pas l'inventer. Donc soit je le fais en mode déclaratif parce que c'est suffisamment simple et maintenable en déclaratif. Et d'ailleurs, on peut parfaitement, derrière le bot framework, utiliser du Recast. On peut utiliser du Watson, on peut utiliser ce qu'on veut. On peut utiliser du WITAI chez Google, chez Facebook, enfin bref. On peut utiliser d'autres modules qui vont gérer des briques de conversation si on veut faire du déclaratif. C'est pas incompatible. Hein. C'est juste qu'en fait, très souvent, en fait, on atteint des limites. Le vrai problème, c'est qu'on a un effet de seuil. Voilà. Quand je fais du déclaratif, c'est comme quand je fais du workflow. C'est super, je fais tout à la souris, c'est génial. Puis la première exception qui tombe, où l'outil ne sait pas le gérer, ben, je passe en dev et puis il faut que je me repaluche tout le reste. Donc c'est très bien jusqu'à un certain seuil, puis il y a un effet de seuil. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc Microsoft va fournir un designer, oui, je ne sais pas quand, et objectivement je ne sais pas. C'est même pas que j'ai pas le droit de le dire, c'est que je ne sais pas. 2, on peut utiliser des solutions tierces pour faire ça. 3, sur certains scénarios, je commence à utiliser Microsoft Flow. Par exemple, quand on a un bot qui doit déclencher des approbations, des retours de messages de différentes personnes, on peut commencer à utiliser Flow derrière, pour certains cas simples. Et des solutions open source, notamment Node-RED, je ne vais pas évoquer dans la présentation. On a utilisé Node-RED sur certains projets pour fournir certaines souplesses, pour modifier des enchaînements de conversation dans certains cas. Donc sur le bot framework, la bonne cible, quand on veut fournir un boot designer, aujourd'hui en tout cas c'est Node-RED, ça marche très très bien. Et je fais plein de choses avec Node-RED. Et c'est du Node. Et c'est un module, en fait. Node-RED c'est un module NPM, donc c'est dans mon application, je peux l'embarquer directement dedans. Donc ça a plein d'avantages. On pourra en reparler. Donc en clair, pour résumer, il n'y a pas une bonne approche déclarative ou code. Je pense qu'à la fin on aura toujours les deux.
Dès qu'on est sur un projet conséquent, on a les deux. Voilà. Autre question? Non? Super. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je suis à votre disposition hein, pour continuer la discussion ou voir d'autres choses plus en détail. Merci beaucoup. On profite en fait du meetup sur les chatbots pour se faire un petit jeu animé par Joël et développé par Damien, qui est je sais pas où. Qui est ici. T'as une adresse peut-être? Ouais. Donc il y a 350 000 caractères, c'est ça? Non, non, je plaisante. Donc comme tout bon chatbot, ça commence par bonjour, ça Damien? Ok. Ensuite. Il va te répondre. Donc c'est le module web chat qui est embarqué dans un site web. Quand même. Avec une très belle, Yeah. très belle illustration. Donc combien on a de participants? On a 20? 20? En fait c'est lui qui répond avec le smartphone. Vous avez pas vu, mais... C'est pour ça qu'il regarde. Au cas où. Le grand Yann de la roulette, numéro... Oula. Ah, il a fait les choses bien, hein. 7, number 7. Numéro 7. Yeah.